Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous. Nous sommes ici pour faire du tutorat de sciences. Aujourd'hui, je réponds à vos questions à caractère scientifique et aujourd'hui, nous allons regarder l'électricité statique et la statique. J'aimerais parler un peu d'électricité, le transport de l'énergie dans les fils électriques comme ceci. Nous allons aussi répondre aux questions de l'audience. Donc, pour commencer, voyons voir le premier sujet que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, bien sûr, avant de commencer, ça me fait toujours plaisir de vous voir ici. Je fais ici mes sessions à toutes les semaines. Si vous avez des questions et vous regardez en rediffusion cette émission, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la section commentaires. Je les regarde toujours afin de pouvoir me donner des idées pour ces émissions. Alors, lorsqu'on parle d'électricité statique, de quoi est-ce que l'on veut parler? Peut-être que vous dites, ah oui, lorsque je fais le lavage des vêtements, si on utilise une sécheuse, lorsque les vêtements sortent, ils ont tendance à coller. Il y a des personnes qui peut-être connaissent cette idée. On a un ballon de caoutchouc comme ceci. Si on le frotte sur les cheveux et on le met sur un mur comme ceci, il peut coller. Maintenant, il y a certains aspects qui se rapportent à l'électricité statique. Et ça, c'est intéressant et on le fait ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est l'électricité statique? De façon à le dire facilement, on a parlé souvent en science que lorsqu'on a de la matière, certaines matières, ou la plupart des matières qu'on a autour de nous, sont des matières qui sont neutres, n'ont pas de charge positive ou négative. Par contre, des électrons, ce sont des petites particules qui existent dans la matière. Ils sont inclus dans les atomes, dans les molécules. Par contre, lorsqu'il y a de l'énergie qui sont données à ceux-ci ont tendance à dire, ah, j'ai de l'énergie, voyons voir ce que l'on peut faire. Donc, si j'ai un objet qui est neutre, par exemple, je ne sais pas, ma tête, par exemple. Ma tête et les cheveux, c'est un objet qui est neutre. Par contre, si je prends le ballon et je le frotte sur mes cheveux, quelque chose va arriver. Lorsqu'il y a de la friction, cela donne de l'énergie aux électrons. Donc, prenez vos mains, par exemple, et si on les frotte comme ceci, vous allez remarquer qu'il y a un petit peu de chaleur qui est produite. Cette chaleur est de l'énergie. Donc, lorsque le ballon va sur les cheveux de quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? C'est que les électrons ont de l'énergie et se disent maintenant je peux bouger un peu plus facilement. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont sauter sur le ballon. Maintenant, vous allez dire pourquoi est-ce que ceci arrive? C'est qu'il y a dans notre univers et ici sur notre petite planète de la matière qui, en général, veut toujours être neutre. Par contre, si on donne accès, on donne de l'énergie à certains électrons, ces électrons vont dire, ah, je suis content à un endroit, mais si j'ai la chance, je vais aller à un autre endroit. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que mes cheveux, lorsqu'ils sont neutres, aiment ces électrons, mais ils attirent faiblement, ou la tendance d'attirer les électrons est très petite. Par contre, le caoutchouc comme ceci, lorsqu'il est neutre, ça va. Mais s'il y a des électrons disponibles dans l'environnement, les électrons vont aller sur ce ballon. OK. Alors, qu'est-ce que l'on peut en conclure? J'ai des cheveux ici qui attirent faiblement les électrons et on a du caoutchouc qui attire énormément les électrons. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est le ballon va dire, ah, il y a des électrons disponibles, venez chez nous. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec un ballon qui a d'un côté une charge négative et le reste du ballon sera neutre ici. Parce que n'oubliez pas qu'un caoutchouc comme ceci est un isolant. Ça veut dire qu'une fois que l'électron est ici, l'électron ne peut pas se promener. Et ça, c'est différent d'un fil électrique, parce qu'un fil électrique est fait de cuivre ou de métal
et ce métal conducteur permet aux électrons de se promener. Alors, voyons voir. Nous avons ici quelqu'un qui va, d'une certaine façon, perdre des électrons. Ça veut dire que les cheveux se retrouvent un peu plus positifs. Donc ici, nous avons des cheveux sur notre tête. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que nos cheveux sont neutres pour commencer. Par contre, lorsque on fait la friction avec le ballon sur les cheveux, on va se retrouver avec un cheveu qui est positif. Mais le cheveu qui est positif ici essaie de s'éloigner le plus possible des autres cheveux. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que on a cette idée des cheveux qui deviennent un peu plus hérissés sur la tête. Pourquoi? C'est parce que les cheveux essaient de se distancer le plus possible, mais ils sont pris sur la tête ici. Donc, lorsqu'on regarde de la matière, lorsqu'on a des charges qui ont des charges différentes, ils ont tendance à s'attirer, bien sûr. Par contre, lorsqu'on a de la matière qui ont les mêmes charges, ils ont tendance à vouloir se repousser ici. Deux charges négatives vont se repousser ici. Donc ici, on a des cheveux qui veulent se distancer le plus possible, mais ils ont un point d'ancrage, donc on a des cheveux comme ceci. Donc, peut-être que le matin ou l'hiver, lorsqu'il y a fait un temps sec, quelqu'un se lave les cheveux, se fait sécher les cheveux, et on a l'impression qu'il y a ces cheveux, surtout pour ceux qui ont des cheveux plus longs, des cheveux qui sont un petit peu partout. Et la raison, c'est qu'il y a une charge sur les cheveux et ceux-ci veulent se distancer le plus possible à l'un de l'autre. Ça fait partie de ces idées de la vie. Maintenant, comment est-ce que des vêtements dans une sécheuse, lorsqu'on fait sécher les vêtements, vont avoir tendance à avoir l'électricité statique? C'est que lorsqu'on met des vêtements et que on les fait sécher, c'est qu'il y a ce mélange de vêtements de différentes compositions. Et le fait qu'ils ont différentes compositions, certains tissus voyons voir, ont une faible tendance d'avoir des électrons. Il y a d'autres tissus qui, eux, veulent avoir fortement les électrons. Donc, les électrons se promènent et on a des vêtements de différents types de compositions qui ont tendance à avoir des charges différentes et donc à coller ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que alors il y a une série, alors si on va sur Internet, par exemple, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle une série électrostatique. Et donc ça ici, c'est une liste de matériaux qui, en ordre d'attirance faible jusqu'à attirance qui est très forte. Mais on peut généraliser en disant que à chaque fois qu'on a des cheveux, donc des poils de chat, par exemple, les poils de chat, quelquefois, ils peuvent avoir des charges. Nos cheveux, la laine, c'est un peu comme les cheveux des moutons, les poils de mouton. Ceux-ci ont tendance à laisser aller facilement les électrons. Par contre, lorsqu'on prend des matériaux qui sont comme les plastiques et les caoutchoucs, ceux-ci ont tendance à les ramasser fortement. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Bonjour Chiffre Alphabet, c'est un plaisir de te voir avec nous aujourd'hui. J'espère que jusqu'à maintenant, tu as apprécié cette présentation. Et bien sûr, si tu as une question aujourd'hui, tu peux la mettre dans la section clavardage. Et pour ceux qui viennent nous voir, Chiffre Alphabet est elle fait partie de l'audience qui, à chaque semaine, vient nous voir et c'est fantastique. Alors, voyons voir. La question que je n'ai pas répondu encore, c'est comment se fait-il qu'un ballon, qui lorsqu'on le frotte sur les cheveux, finit par coller sur le mur? On n'a pas répondu à cette question. Alors, voyons voir. Alors, si nous avons ici notre ballon qui a une charge négative maintenant, et que nous pensons un mur sera neutre, il n'y a pas de difficulté sur ceci.
Par contre, si le ballon est approché du mur, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Donc ici, je vais faire... Nous avons un mur comme ceci. Je prends mon ballon et je l'approche du mur. Les électrons ici ne peuvent pas se promener parce que le ballon de caoutchouc est un isolant. Alors, que se passe-t-il? C'est que dans le mur, même si c'est neutre, les électrons qui sont à la surface, donc la première petite couche sur le mur, vont dire oh, il y a des électrons qui viennent ici et ils arrivent en force. Donc, les électrons qui sont là vont se déplacer. Donc, ils vont aller plus loin. Donc, celui-ci va aller là, celui-ci va aller là, oups, et celui-ci va aller là. Qu'est-ce qui arrive si les électrons s'éloignent un petit peu? Donc, ce n'est pas des mètres, c'est comme une distance très, très petite. Et la conséquence de cela, c'est qu'on se retrouve sur le mur avec une petite section où il y a une charge qui est sensiblement plus positive. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a un ballon ici qui est négatif, un mur qui, à cet endroit, par influence, sera positif, et donc ici, il y aura une attraction. Parce que, lorsque on a des objets de charge différentes, ils vont s'attirer l'un et l'autre. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a un mur qui est isolant, qui est un isolant où il y a un petit mouvement d'électrons, et un autre isolant qui est chargé, on a ici une petite différence de charge, le ballon va coller. Maintenant, vous savez comme moi que le ballon, lorsqu'il colle sur le mur, ne restera pas là pour toujours. Et pensons un petit peu. Donc, je vous donne quelques secondes pour penser. Comment se fait-il qu'un ballon qui est collé sur le mur avec l'électricité statique finit par tomber éventuellement? Voyons voir. Nous avons ici un ballon qui a une charge négative. Nous savons que les charges négatives, ce sont ces électrons qui, eux, peuvent se déplacer. Nous avons ici un regroupement d'électrons parce qu'ils ont été attirés par ce caoutchouc. Mais chose intéressante, c'est que maintenant, il y a des électrons qui disent « Oh, il y a des charges positives juste à la surface du mur. » Alors, ce qui se passe, c'est que tranquillement, cet électron va dire « Ah, je vais venir ici et ah, je vais venir sur le mur. » Et la raison, c'est que les électrons ici ne veulent pas être près l'un de l'autre parce que ce sont tous des charges négatives qui essaient de se distancer. Et donc, s'il y a moins de charges négatives sur le ballon et qu'il y a plus, alors que les charges positives ici deviennent de plus en plus neutres, donc le ballon peut coller pendant quelques secondes, éventuellement après 20 secondes, les électrons sautent sur le mur et il y a moins d'attirance entre le ballon et le mur. Éventuellement, il va y avoir le ballon qui va descendre vers le bas. Et donc, ici, on se retrouve avec l'électricité statique qui existait et qui tranquillement finit par disparaître. Un autre point qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a des gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, les gouttelettes d'eau ont tendance à absorber des électrons ou à donner des électrons sans problème. Et donc, s'il y a des gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, ces électrons ont tendance à sauter à l'intérieur de ces gouttelettes d'eau, de façon à ce que le ballon aussi a une neutralisation qui est beaucoup plus rapide. Alors, vous allez dire, est-ce que j'ai des exemples au fait que l'eau peut neutraliser la statique? Pour ceux qui ont les cheveux longs, vous avez sûrement déjà remarqué que lorsqu'on a des cheveux qui sont un peu partout, on va utiliser un peu d'eau. Donc, on peut mettre de l'eau un petit peu sur sa brosse, sur son peigne, ou avoir un vaporisateur. Et lorsqu'il y a de l'eau, des gouttelettes sur nos cheveux, c'est beaucoup plus facile de les neutraliser. Et à ce moment-là, on peut les coiffer ou les peigner comme l'on veut. Donc,
Chose intéressante, alors c'est un aspect de l'électricité statique qui est intéressant, surtout basé sur le fait qu'on a des isolants. Bien sûr, il y a des conducteurs d'électricité. Et ça, c'est quelque chose que nous allons faire tout à l'heure. N'oubliez pas que jusqu'à maintenant, si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas de les mettre dans le chat ou dans la section commentaires en rediffusion. Je suis ici pour vous aider. Nous avons une nouvelle question de chiffre alphabet. Voyons voir. Qu'est-ce que le rapport stéochiométrique? Ça, c'est une bonne question. Je devrais faire un peu de recherche pour avoir une réponse avancée la semaine prochaine, mais voyons voir si aujourd'hui on peut présenter cette idée de stéochiométrie de façon à ce que la semaine prochaine, on puisse continuer sur le sujet. C'est une bonne question. Ici, chiffre alphabet, essaie de trouver dans le cerveau ici, qu'est-ce que nous avons. Alors, voyons voir. Lorsqu'on a des réactions chimiques, l'important, c'est de pouvoir se dire, OK, quels sont les réactifs et quels sont les produits. Donc, voyons voir. Donc ici, en Amérique du Nord, nous utilisons le propane comme combustible fossile. C'est un gaz qu'on utilise pour soit les grillades, le barbecue. On utilise aussi le propane comme chauffage. Donc, lorsqu'il n'y a pas de ligne de gaz qui emmène le gaz à une maison, à ce moment-là, on a des réservoirs de propane derrière la maison et à ce moment-là, ça permet de faire chauffer et faire la maison et faire la cuisine. Donc, nous avons ici le propane et il y aurait combustion. Alors, bien sûr, comme d'habitude, j'aime bien présenter le sujet, ça permet de nous aider. Maintenant, il y a certaines choses à considérer ici. Ce qu'il faut considérer, c'est que si nous avons une molécule de méthane et une molécule d'oxygène, nous pouvons avoir une molécule de CO2 et une molécule d'eau. Maintenant, ici, il faut considérer certaines choses. Si, par exemple, j'ai une molécule de chacun, ça veut dire que comme bloc de construction entre les réactifs, et les produits, il faut s'assurer qu'il y a un équilibre. Alors, voyons voir. Ici, on a 2 oxygènes, on a 3 carbones et 8 hydrogènes. Maintenant, pour faire ces molécules ici, nous avons un carbone, nous avons 2 oxygènes ici, un hydrogène, non, 2 hydrogènes et un oxygène. La difficulté qu'il y a ici, c'est que dans les réactifs, ici, nous avons 2 atomes d'oxygène, tandis qu'ici, nous en avons 3. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver. Donc, voyons voir ce que l'on pourrait faire ici. OK. Disons que nous voulons faire une combustion et que nous voulons avoir certaines choses ici. Alors, l'eau ici, l'hydrogène, et peut décider de prendre un oxygène. Donc, ici, on pourrait avoir de l'eau qui est formée. Ça serait très bien. Donc, si l'eau est formée, ici, il reste 6 hydrogènes. Il y a maintenant un oxygène qui reste. Maintenant, nous aimerions avoir du dioxyde de carbone aussi. Par contre, il y a du carbone amplement, il y a aussi un oxygène. Donc, le carbone et l'oxygène vont dire, OK, on va aller ensemble. Ici, nous allons aller ensemble, mais puisqu'il y a seulement un oxygène, on va créer du monoxyde de carbone. OK. Mais ça, c'est intéressant. Donc, celui-ci s'est passé. Il reste de carbone. Donc, voyons voir ce que nous avons ici à la fin.
nous avions une molécule de propane, une molécule d'oxygène. Nous avons de l'eau, bien sûr, mais nous avons du monoxyde de carbone, plus, et on peut voir ici qu'il reste du carbone, il reste des hydrogènes, et ceux-ci peuvent faire d'autres composés. N'oubliez pas que dans l'atmosphère, il n'y a pas seulement de l'oxygène, il y a aussi de l'azote, il y a du dioxyde de carbone, il y a des particules. Donc, on peut voir que ça commence à être un peu compliqué, surtout si il nous manque de matériaux dans les réactifs pour avoir des produits que l'on veut. Donc, ça, c'est la première chose que je veux voir. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive si on retourne un peu en arrière et on se dit, est-ce que ce serait bon de pouvoir, voyons voir, équilibrer notre équation? OK. Donc, si j'enlève ceci, et je fais un équilibre, je sais ici que j'ai 3 carbones ici, donc 3 carbones, 8 hydrogènes et 12 oxygènes. Puisque j'ai du CO2 ici et que j'ai 3 carbones ici, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais enlever ici pour donner de la place sur le tableau. Je me retrouve avec 3. On peut faire jusqu'à 3 molécules de dioxyde de carbone. Excellent. Donc ça serait passé. Et puisque j'en ai ici, puisque j'ai 3 molécules de dioxyde de carbone, j'ai 6 oxygènes ici. Donc pour avoir 6 oxygènes ici, j'en ai besoin d'un petit peu. Donc j'aurai besoin d'au moins 6 oxygènes. Par contre, j'ai aussi 8 atomes d'hydrogène. Puisque j'ai 8 atomes, je peux faire certainement, est-ce qu'on peut voir ça? Je peux faire certainement 4 molécules d'eau. Ça veut dire que mes 8 hydrogènes, ça va très bien, mais j'ai besoin aussi de 4 oxygènes ici. Ça veut dire que, en tout, pour faire ces 7 molécules, j'aurai besoin de 10 atomes d'oxygène et donc ici, j'aurai besoin d'un coefficient de 5. Ici, j'aurai un coefficient de 3. Ici, j'aurai un coefficient de 4. Et ici, nous restons à 1 et c'est fantastique. OK. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une équation qui est équilibrée. Nous avons une molécule de propane qui, lors de la combustion, est les 5 molécules d'oxygène. Nous avons 3 molécules parfaites de CO2 et 4 molécules parfaites d'eau. Ça, c'est dans un environnement parfait de laboratoire lorsque tout est contrôlé. Mais on peut remarquer que ceci fait partie de la perfection chimique, et nous savons que la vie n'est jamais parfaite. Ça veut dire que quelquefois, il peut y avoir un manque d'oxygène, quelquefois, il peut y avoir plus d'oxygène ici, mais surtout lorsqu'on fait la combustion, il y a ces autres gaz dans l'atmosphère. Donc, il y a l'azote liquide, il peut déjà y avoir du CO2, il peut aussi y avoir quelques protoxydes d'azote comme cela. Il peut y avoir des poussières aussi. Donc, si on a des particules, qu'est-ce qui arrive? C'est que ceux-ci, dans la combustion, vont brûler et donc va permettre d'avoir ici des particules qui sont brûlées ou des nouvelles matières. Et c'est pour ça que lorsqu'on a même lorsqu'on est à combustion, on se retrouve souvent avec de la suie. Et la suie, c'est bien sûr du carbone qui est noir, un peu comme le graphite. OK. Donc, nous savons qu'on peut équilibrer les équations et c'est important pour qu'on ait le même nombre d'atomes avant la réaction qu'après la réaction. Donc, ça, c'est à considérer. Voyons voir, juste pour m'assurer que je
C'est bon. Très bien. Chose intéressante en plus qu'il faut considérer, c'est que si nous avons la combustion ici, ça veut dire qu'il y a une certaine quantité d'énergie qui est produite aussi. Ça veut dire que si nous avons une molécule de propane et 5 molécules d'oxygène, nous avons ceci avec une quantité spécifique de joules ou d'unités d'énergie. Maintenant, il arrive quelquefois qu'en ingénierie, on veut avoir un nombre ou une quantité d'énergie spécifique. Si nous avons un véhicule qui fonctionne au propane, nous voulons avoir une quantité spécifique ou un minimum d'énergie pour faire avancer le véhicule. Ça veut dire que si on a besoin d'une quantité spécifique ou minimum pour faire fonctionner une machine, il faut s'assurer qu'on ait assez de molécules de départ pour obtenir ce que nous voulons avoir ici. Donc, lorsqu'on parle de rapport stéochiométrique, comme de tout à l'heure, ici on peut voir qu'il y a un rapport de 1 pour 5 entre le propane ainsi que l'oxygène. Point de vue, nombre de molécules. Mais chose intéressante, c'est que ceci peut aussi fonctionner avec des unités de masse. Quelle est la quantité de masse de propane que nous avons besoin et la quantité d'oxygène aussi. Si on veut maximiser une réaction de combustion, on veut s'assurer qu'on ait les meilleurs équipements possibles, les meilleures substances possibles pour avoir exactement ce que nous voulons. Donc la question, c'est que si quelqu'un dit, si moi j'ai un rapport, donc si 1 pour 4 comme cela, si on fait un rapport de 1 pour 4, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a moins d'oxygène. Si nous avons moins d'oxygène, les chances sont que... Faisons un petit test pour le fun. Nous avons ici, si c'est un rapport de 1 pour 4, 3 carbone, 8 hydrogène et 8 oxygène, comme ceci. Nous avons ici de l'eau. Donc, de ce côté-ci, nous allons avoir 4 molécules d'eau, comme ceci. Donc, ça, c'est parti et il en reste 4. Maintenant, nous avons du carbone. Il y a quelques petites options possibles. Il peut y avoir, alors ici, une molécule de CO2. Voilà. Donc, il y a un ici est pris et 2 est parti. Et 2 molécules de monoxyde de carbone. La difficulté avec ceci, c'est que le monoxyde de carbone est très réactif. Celui-ci fait partie de ces gaz qui sont polluants. Puisqu'ils sont réactifs, permet de créer des pluies acides. Lorsque les personnes inspirent ces molécules, c'est dommageable pour le poumon. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cela? C'est que le rapport stéochiométrique initial n'est pas le bon. Et donc ça, c'est à considérer. On veut s'assurer qu'on ait la bonne quantité de chacun des réactifs pour avoir le produit. Ça ici, ça se rapporte à la combustion. Maintenant, est-ce qu'on peut l'appliquer dans d'autres façons? Et ça, c'est sûr. Et c'est ça que je vais faire un peu de recherche cette semaine, car si on prend par exemple une compagnie pharmaceutique qui se dit, j'ai certains ingrédients que l'on peut trouver facilement, et moi je suis à la recherche d'un nouveau médicament, d'une nouvelle molécule qui peut aider soit pour contrer une maladie ou une molécule qui permet d'aider le corps à mieux se sentir. Donc ça, c'est intéressant. Donc la question, c'est qu'on a des chercheurs qui ont des ingrédients initiaux, vont faire des prédictions, des hypothèses basées sur la quantité de différents matériaux initiaux, et à la fin, on se retrouve soit avec l'augmentation de chaleur ou peu importe le processus qu'ils font, ils finissent avec une molécule utile. Et à ce moment-là, il faut savoir, est-ce que c'est la molécule qu'ils veulent?
Et si oui, est-ce que cette molécule a des bienfaits pour le corps humain comme médicament? Il arrive quelquefois que ces molécules ne sont pas bonnes du tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches sur les médicaments. Il y a beaucoup de tests de façon à ce qu'on veut minimiser les difficultés chez les humains. Donc, présentement, on a une pandémie de COVID. Et lorsqu'on a commencé ces idées de RMNA, c'est mRNA, voilà. Nous avions l'idée, nous avons fait des recherches, mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ces molécules qui théoriquement fonctionnent, on a dû faire des tests. On a dû faire des tests à savoir, est-ce que c'est une molécule qui vraiment aide les humains? Et c'est pour ça que, alors si on regarde, des personnes vont dire, on a fait des tests sur quelques milliers de personnes, c'est un bon point, mais pensez, il y a des milliards de personnes qui ont eu certains vaccins mRNA ou d'autres vaccins ou d'autres médicaments qui se rapportent à, voyons voir, à se guérir ou à minimiser les risques. Est-ce qu'ils fonctionnent tous à 100%? Aucunement. Et la raison, c'est que c'est une question de biochimie, parce que chaque corps est différent, réagit différemment. Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas avoir de vaccin, par exemple. Ça, c'est un choix personnel, parce que bien sûr, les personnes disent, c'est une molécule que l'on met dans mon corps et je veux avoir le droit de décider ce que je fais avec mon corps. Et donc, c'est une question de morale pour ces personnes. Et c'est pour ça qu'il y a des débats qui se font. L'important, c'est de respecter l'un et l'autre et de mieux se comprendre et de vivre avec qui nous sommes. Donc, j'espère, chiffre, alphabet, ça te donne un peu une idée jusqu'à maintenant. Moi, je vais faire un peu plus de recherche cette semaine et devinez quoi? On va faire un peu plus de travail sur la stéochiométrie la semaine prochaine. Excellente question. Voyons voir. Donc, pour ajouter à cette idée de stéochiométrie, l'importance d'avoir le nombre de molécules nécessaires, lorsqu'on a la photosynthèse, nous avons une plante dans les chloroplastes qui ont besoin de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'énergie, bien sûr. Et ça nous donne des molécules plus grosses. Ici, c'est de glucose. Bien sûr, ça peut être aussi de la cellulose. Il y a toutes sortes de choses que la plante fait pour elle et il y a un déchet qui est l'oxygène. Et la question, c'est pourquoi est-ce que si on a des plantes à la maison, on veut donner de l'eau aux plantes, les arroser? Pourquoi dans la nature, lorsqu'on fait de l'agriculture, on a besoin de pluie? C'est que si on regarde ceci, pour avoir une équation qui fonctionne bien dans la nature, on a besoin de l'eau et on a besoin de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est assez facile à avoir parce qu'il est partout dans l'atmosphère. Par contre, la plante a besoin d'eau pour s'hydrater, c'est vrai, mais pour la photosynthèse. Donc, s'il y a un manque d'eau dans l'environnement, qu'est-ce qui arrive? C'est que la plante ne peut pas faire la photosynthèse de façon efficace. Si la plante ne peut pas faire la photosynthèse de façon efficace, la plante peut mourir. Donc, la plante a besoin d'une certaine quantité d'eau, d'une certaine quantité de dioxyde de carbone et bien sûr d'énergie. Si on enlève l'énergie, on se retrouve à ce moment-là à ne pas pouvoir faire la réaction. Mais lorsqu'on parle de stéochiométrie, on parle de composés chimiques et non pas de l'énergie. Excellente question aujourd'hui. J'ai dû réfléchir un peu sur celle-ci. J'adore ces questions. Alors, merci beaucoup, Chiffre Alphabet. Pour ceux qui regardent notre émission depuis tout à l'heure, vous êtes bienvenus à notre chaîne. Si vous appréciez ce que vous voyez jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et de savoir qu'à tous les samedis, à 10h, l'heure de l'Est ici au Canada, donc c'est l'heure de Toronto, nous faisons une session de tutorat où vous pouvez emmener vos questions, vous les mettez dans la section chat de façon à ce que je puisse vous aider à comprendre des concepts scientifiques et bien sûr vous aider à l'école. Alors sur ce, voyons voir ce que nous allons discuter maintenant. En passant, donc merci beaucoup Chiffre Alphabet, j'ai bien apprécié ta question aujourd'hui. Pour
ceux qui viennent nous voir, Chiffre Alphabet a une question à chaque semaine et c'est fantastique. Alors, voyons voir notre prochain sujet, le transport d'électricité. Maintenant, on repense à notre notre partie initiale de ce vidéo, nous avons parlé d'électricité statique, nous avons parlé de ballons comme ceci qui peut coller au mur avec l'électricité statique. On a parlé surtout d'isolant. Ça veut dire que lorsqu'un électron va sur le caoutchouc, cet électron est là jusqu'à ce qu'il puisse sauter et aller à un autre endroit. Maintenant, si nous avons un électron ou deux, ceci est fantastique, mais c'est à petite échelle. Donc, voyons voir qu'est-ce qui arrive si on a de l'électricité statique à haute échelle ou à grande échelle. Lorsque nous avons des nuages et que ces nuages se promènent dans l'air, dans l'atmosphère, chose intéressante, le vent a de la friction. Et chose intéressante, lorsqu'il y a des vents, des grands vents, et qu'il y a de l'air qui est plus frais et de l'air plus chaude, l'air qui est plus chaude a tendance à absorber un peu plus l'eau, parce qu'il y a l'évaporation. Mais chose intéressante, cette eau, ces petites gouttelettes d'eau peuvent absorber facilement les électrons. Donc, on se retrouve avec des gouttelettes où il y a une augmentation de charge électrique. Donc, si on prend un nuage comme cela, nous avons un nuage où, si on prend un air qui est plus humide, il y a des nuages, et de l'air qui est plus sec en dessous, ces nuages vont absorber des électrons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces électrons ici, comme notre électricité statique, ceux-ci sont pris dans les gouttelettes, mais ces gouttelettes ne veulent pas être trop près de l'eau, donc ils veulent se distancer. Donc, les électrons sont pris ici. Il n'y a pas d'endroit pour avoir le déplacement. Par contre, lorsqu'il y a des grands nuages, il y a des grands vents, une grande quantité d'humidité et une grande différence de température dans l'atmosphère, ces électrons ici vont se dire, « Oh, regardez ici, on a le haut du nuage qui est neutre et le bas qui est négatif. » Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a des électrons qui vont dire, « OK, moi, j'aimerais passer de ici à là, » ou la partie négative, les électrons ici disent, « On va pouvoir aller vers le haut. » Donc, s'il y a quelques électrons qui commencent le voyage, une fois qu'il y a quelques électrons, ça devient comme une rivière, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec des éclairs. Vous avez peut-être déjà vu l'été en soirée, il y a ces gros nuages qui arrivent dans le ciel et on voit des éclairs qui sont à l'intérieur de ces nuages. Pourquoi est-ce que ceci existe? C'est que nous avons des éclairs, des endroits plus négatifs dans le nuage qui se neutralisent en déplaçant les électrons d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'est bien. Une autre façon que ceci peut arriver, lorsque nous avons par exemple un arbre qui est ici au sol, nous avons des électrons qui sont ici, quelques électrons par influence ici, parce qu'il y a de l'eau dans les arbres. Les électrons qui sont ici vont descendre vers le sol. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve avec un arbre qui est positif. Et les électrons vont dire, OK, on peut aller vers le haut. Quelques électrons commencent à aller vers le bas. Et éventuellement, c'est comme une rivière et on se retrouve avec un éclair qui peut toucher l'arbre ici. Pourquoi? Parce que l'arbre ici, par influence, a un
le haut de celui-ci est plus négatif et plus positif, excusez, et le nuage est négatif. Et on se retrouve avec un éclair qui touche le sol. Maintenant, il faut considérer pour ceux qui jouent au foot, par exemple, ou jouent au golf à l'extérieur, on se dit que s'il y a des orages, c'est important pour vous d'entrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que s'il y a un nuage qui arrive, et c'est un nuage où on peut entendre le tonnerre et il y a des éclairs, comme l'arbre ici, le haut de notre tête, parce que notre corps est fait d'eau et que les électrons vont vers le bas avec influence des nuages, on a ici une tête qui devient positive et on a des éclairs qui peuvent toucher la personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être dehors sur un terrain plat parce que vous êtes comme un peu un endroit fantastique pour ces électrons. Si vous avez une maison, on utilise un paratonnerre. Et un paratonnerre, c'est un fil électrique, un conducteur qui va dans le sol. Comme ça, si on se retrouve avec un éclair qui touche ici, l'électricité peut descendre et aller jusque dans le sol et la maison n'est pas affectée. Donc, si vous êtes en France et à Paris, vous avez la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a un paratonnerre. Si vous allez à Toronto, vous avez la tour du CN et vous avez des éclairs, bien sûr, qui touchent à celle-ci. Donc, voyons voir. Tour CN. Voyons voir si je peux montrer quelques images. Des images où... Okay, je vais faire oui. Voyons voir. Des images avec moins de droits d'auteur, c'est important. Donc, voyons voir. Donc ici, il y en a une. Voyons voir si je peux montrer celle-ci. Donc, on peut voir ici qu'il y a une photo. Nous avons la tour du CN et les éclairs vont toucher celle-ci. Les éclairs vont toucher la tour du CN, va toucher le haut des grands édifices, que ce soit la Mecque, que ce soit les grandes tours à Taïwan ou ailleurs. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les humains ont appris à utiliser des paratonnerres pour protéger ceux-ci. La question dit, OK, le transport de l'électricité, ça ne résout pas mon problème. Parce que si moi, je veux faire fonctionner mon ordinateur, si je veux faire fonctionner d'autres appareils électriques dans la cuisine ou dans l'atelier, ceci ne m'aide pas du tout. Donc, à quelque part, il faut trouver une façon de contrôler l'électricité. Parce que pour pouvoir la transporter, il faut pouvoir la contrôler. Maintenant, lorsqu'on arrive ici avec un paratonnerre et une éclair, ce sont des dizaines de milliers de volts et une quantité énorme d'électrons qui arrivent tout d'un coup. La difficulté, c'est qu'on n'a pas nécessairement les technologies pour conserver toute cette énergie qui arrive tout d'un coup sans être brisée. Et l'autre chose, c'est que les éclairs ne sont pas une source d'énergie qui est constante. On a des orages électriques qui viennent et qui partent, mais on ne peut pas vraiment prédire de façon très spécifique quand est-ce qu'ils vont venir. Donc, utiliser des éclairs n'est pas très efficace de ce côté-là. Donc, on utilise bien sûr des centrales de production électrique pour faire cela. Je vais parler de ces différents types de façons de faire de l'électricité la semaine prochaine. Donc, je vais faire ça. Génération d'électricité. Et en passant, une des raisons que je parle de statique aujourd'hui, c'est que je faisais des classes sur ce sujet cette semaine. Alors, voyons voir. On approche à finir ou à bien parler de transport. Donc, la prochaine question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour transporter
l'électricité. Donc, pensez un instant. Vous pouvez même le mettre dans le chat ici si vous le pouvez. Alors, qu'est-ce que nous utilisons pour transporter l'énergie électrique? Alors, est-ce que quelqu'un a quelques idées? Vous pouvez les mettre ici dans le chat. Voici un indice. Et oui, on utilise des fils électriques pour pouvoir transporter l'électricité. Donc ça, c'est un exemple, c'est des fils qu'on utilise dans les maisons. On a ici des circuits, donc on a ici un fil pour la sécurité, une mise à la terre. Et ici, nous avons 3 fils. Donc, habituellement, dans nos maisons d'Amérique du Nord, on utilise des fils avec 2 comme cela, un positif et un négatif. Par contre, quelquefois, on utilise un 3e. Ça nous permet d'ajouter des circuits où nous sommes. Voilà. OK. Comment est-ce qu'un fil comme ceci peut nous aider à mieux transporter l'énergie? Et c'est ça qu'on va discuter maintenant. Lorsque nous avons un fil électrique comme celui-ci, ces fils électriques sont faits surtout en Amérique du Nord avec le cuivre. Je ne sais pas si on peut bien voir. Voilà. Ils sont faits avec un métal qui est fait de cuivre. Donc, si je vais voir, voyons voir. Si je regarde ici notre tableau périodique, nous avons beaucoup de métaux qui existent sur le tableau périodique. Maintenant, il faut garder en tête qu'il y a certains métaux qui sont plus rares, qui coûtent plus cher. Il y a des métaux comme le mercure. C'est un métal qui est liquide à la température de la pièce. Pas très, très utile pour les fils. Donc, souvent, on utilise le cuivre comme fil à l'intérieur des maisons. C'est une plus petite quantité de métal et donc, c'est économiquement viable. Lorsqu'on utilise les grandes lignes électriques, donc ces lignes électriques avec plus de 10, souvent des dizaines de milliers de volts, on utilise souvent de l'aluminium. L'aluminium est un excellent conducteur et il est aussi plus léger. Donc ça, c'est un avantage pour faire des fils en aluminium. Par contre, le cuivre est un petit peu mieux et puisque dans les maisons, il y a relativement une petite quantité de métaux, donc c'est viable. Donc, voyons voir. Comment se fait-il que le cuivre peut conduire l'électricité? Donc, si on regarde ici le cuivre est un élément, mais le cuivre a quelques électrons disponibles qui sont assez loin du noyau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le cuivre ici a souvent 1 ou 2 électrons, dépendant d'où est-ce que la température et où se trouvent les électrons. 1 ou 2 électrons qui peuvent être déplacés si nécessaire. Ça veut dire que oui, le cuivre retient les électrons, mais si on donne un petit peu d'énergie, ces électrons peuvent se déplacer. OK. Donc, quelques électrons sont disponibles. Donc, si nous avons, par exemple, un électron ici, on a quelques électrons. Donc, il y a plus que 2 électrons, mais ce sont des électrons qui peuvent facilement se déplacer. OK. Alors ici, lorsqu'on regarde un fil électrique comme ceci, je vais changer ma perspective. On a un fil électrique qui contient des fils de cuivre. Ce sont des solides. Ceci est neutre. Il y a du cuivre et des noyaux de cuivre avec les protons et neutrons. Et il y a les électrons qui sont autour du noyau et quelques électrons disponibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que si le fil est comme ceci, déconnecté, qu'il n'y a pas d'influence à l'extérieur, les électrons sont
relativement content. De la même façon que si je prends mon fil ici pour charger mon téléphone, on peut voir que s'il n'est pas connecté, j'ai un fil qui est neutre. Et nous savons qu'on peut connecter le téléphone et que celui-ci va être chargé. Donc, il doit être possible de faire déplacer les électrons. Donc, ici, l'idée, c'est que si, par exemple, je prends un électron et que je décide de le forcer dans le fil. Donc ici, c'est un peu le même principe qu'un arrosoir. Si nous avons le bec d'un arrosoir, si nous avons une pression derrière, il y a de l'eau dans le réservoir, et si on pousse l'eau avec une pression, il y a de l'eau qui va sortir. La même façon avec un fil. Si moi je décide de pousser un électron ici, les électrons ici vont dire, OK, ça ne fonctionne pas, on a un électron de plus, donc on doit lui faire de la place. Donc celui-ci prend la place de celui-là. Ici, va dire, oh, moi je n'aime pas ça, donc celui-ci va sauter sur le prochain. Intéressant. Si je pousse un électron ici, il y a un électron qui va sortir de l'autre côté. Oh, déjà, on a une meilleure idée sur le transport de l'électricité. Donc, si je décide de pousser une grande quantité d'électrons ici, il y aura une grande quantité d'électrons qui va aller de l'autre côté. Donc, ça, c'est intéressant. Donne-moi un instant. Alors, lorsqu'on a notre téléphone, et pour bien faire, mon téléphone est en haut. Prenons un vieux téléphone que j'ai ici. Donc, si j'ai un téléphone qui est comme celui-ci, OK. On a derrière une batterie. Lorsque celle-ci, elle est pleine, les électrons vont aller dans la batterie, prendre de l'énergie, suivre les conducteurs en métal et aller faire un travail. Ce soit la lumière, le son, ça peut être aussi de la chaleur. Et une fois que les électrons ont donné de l'énergie, ils vont aller de l'autre côté pour aller recharger. Donc ça, c'est comme une boucle qui se fait facilement. Donc, par exemple, alors ici, on a un conducteur et on a ici, voyons voir, dans un téléphone, on a un courant continu. Ça veut dire qu'on a toujours les mêmes électrons qui font une boucle. Ça fonctionne très bien avec un téléphone, mais la difficulté, c'est que si nous avons besoin d'électricité à la maison, on a des batteries de, je ne sais pas, quelques volts, des millivolts quelquefois, mais on a des maisons qui fonctionnent avec 100 ou 200 volts. Ça veut dire qu'on a besoin d'une plus grande puissance. OK, ça veut dire qu'on a besoin de pousser beaucoup plus d'électrons. Et d'où viennent ceux-ci? Ils viennent de la centrale énergétique. Mais pensons, si nous avons une centrale nucléaire dans notre région, nous avons des électrons qui ramassent de l'énergie à la centrale nucléaire et vont aller jusqu'à ma maison. L'énergie va être déposée et les électrons vont retourner à la centrale nucléaire. Ce n'est pas très efficace parce que plus il y a d'électrons qui bougent, plus il y a de l'énergie, plus les systèmes augmentent de température et ce n'est pas efficace du tout. Donc, lorsqu'on a un mouvement de courant continu, pensez à un courant d'eau. On a le flot d'électrons dans un courant d'eau comme une rivière, il y a un flot d'eau. Dans nos maisons, au lieu d'utiliser un courant continu, on a réalisé qu'on peut avoir des courants qui sont alternatifs, qui font la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est un courant alternatif? C'est que tout à l'heure, nous avions un courant où les électrons vont toujours de ce côté-ci. Plus on ajoute d'électrons de ce côté-ci, plus ils vont être repoussés. Et il y a un mouvement qui est continu. Ça fonctionne bien dans les petits appareils. Lorsqu'on a besoin de plus de puissance, à ce moment-là, on utilise le courant alternatif. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que on a ici
les électrons qui sont poussés dans le fil, les électrons vont dans une direction et après un certain temps, les électrons vont revenir à l'arrière. Donc, il y a un mouvement alternatif parce que les mouvements alternent. Donc, ici, en Ontario, on a un mouvement avec... Alors, ici, il y a une fréquence de 60 Hz. Il y a 60 cycles alternatifs à chaque seconde. Ça veut dire que les électrons voyagent à peu près 2 mètres d'un côté et après 2 mètres de l'autre. Et ça évite que les électrons se promènent et font tout le tour du réseau. Ceci nous a permis d'avoir beaucoup plus de puissance. Maintenant, pour ceux qui aiment les ordinateurs, vous avez remarqué que 60 Hz, c'est une fréquence qui est très petite. 2 mètres, c'est très, très long. Mais si on a un ordinateur ou un téléphone et on n'a pas 2 mètres de circuit ici, dans un ordinateur, on veut que ça soit rapide. Donc, si on veut que ça soit rapide, il faut que le cycle des électrons soit plus rapide. Donc, à votre maison, vous avez peut-être un ordinateur où on va dire qu'il y a une certaine quantité de mémoire RAM. Par contre, on va aussi dire qu'il y a une vitesse. Donc, ça peut être 2,7 GHz. Ça peut être, il y a certains ordinateurs maintenant, surtout ceux qui aiment jouer des jeux vidéo, où c'est plus de 3 GHz de mouvement. Qu'est-ce que c'est qu'un gigahertz? C'est 1 milliard de déplacements d'électrons ou de cycles à chaque seconde, ce qui permet d'avoir des ordinateurs beaucoup plus rapides. Donc, lorsqu'on parle aux électrons qui se promènent, on a besoin de conducteurs. On a besoin d'électrons qui bougent et bien sûr, on a besoin de mouvements alternatifs, surtout si on veut beaucoup de puissance. Et une des conséquences de ceci, c'est qu'il y a de la chaleur qui est dégagée. C'est pour ça qu'on a des ventilateurs sur un ordinateur, parce que les électrons vont tellement rapidement qu'ils créent de l'énergie lorsque les électrons arrivent et passent, du fait qu'on doit donner de l'énergie aux électrons pour bouger. Mais il y a aussi des collisions. Il y a des collisions entre les atomes de cuivre et aussi les électrons. Et chose à considérer, plus il y a d'énergie qui passe et plus la température augmente, c'est un cercle vicieux. Les atomes bougent et créent une augmentation de résistance. Oh, ce sont tous des sujets fantastiques en électricité. Et je pense qu'on va en parler la semaine prochaine aussi. Alors ici, c'est intéressant. On a parlé de transport d'électricité basé sur le fait que ce sont des électrons qui se promènent à l'intérieur de conducteurs. Maintenant, si on retourne à notre tableau périodique, nous avons le cuivre qui est ici, mais nous avons aussi vu que lorsqu'on a des colonnes, on les appelle des familles. Donc, par exemple, on a ici des métaux alcalins. Donc, on a le lithium et le sodium, le potassium, on a aussi le rubidium, césium et francium. Tous les atomes et les métaux de cette famille ont des propriétés similaires. On a ici les gaz nobles ou les gaz rares, l'hélium, néon, argon. Ce sont tous des éléments qui ont une grande stabilité parce que leur dernier niveau d'énergie est plein. Donc, le fait d'avoir une colonne, le fait d'avoir une famille d'éléments, ça nous donne des indices. OK. Si on regarde le cuivre, parce que ce que j'ai mentionné aujourd'hui, c'était le cuivre, on a une famille et on regarde en dessous, on a de l'argent. On sait qu'est-ce que c'est de l'argent. Il y a aussi de l'or. Nous savons aussi qu'est-ce que c'est de l'or. On en fait des bijoux et est-ce que l'or serait un bon conducteur? Il est un excellent conducteur. Il est meilleur que l'argent et l'or est meilleur que l'argent qui est meilleur que le cuivre. Par contre, si on veut faire un réseau d'électricité, attends, je vais remettre la photo, si on veut faire un réseau d'électricité à l'intérieur de notre maison, où est cette... Voyons voir. Un réseau à l'intérieur de notre maison,
faire des fils comme ceci en or coûterait trop cher. Et donc, on utilise le cuivre. Par contre, si on regarde le télescope James Webb, par exemple, ou les satellites que nous envoyons dans l'espace, où nous investissons des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions sur un projet, ça vaut la peine de dire, OK, au lieu d'utiliser du cuivre, utilisons de l'or qui est un meilleur conducteur et donc, ça va nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'appareil. Et bien sûr, c'est pour ça que certains projets sont plus chers. Alors, si vous avez des appareils électroniques, ordinateurs ou autres, il y a de l'or et on utilise l'or pour des connexions et certains mouvements d'électrons. C'est pour ça que certains composants, souvent, vont coûter beaucoup plus cher à cause de cela. Et voilà, c'était un peu le sujet que je voulais mentionner. Et puis, je vais ajouter certaines choses la semaine prochaine. Voyons voir. Donc, tout à l'heure, je mentionnais qu'un fil électrique peut être utilisé. Donc, si on prend mon chargeur de téléphone, nous avons un très, très petit fil parce que il y a peu d'électrons qui sont envoyés au fur et à mesure. À l'intérieur des murs, lorsqu'on a de l'électricité qui se rend à la prise de courant, on peut voir que le fil est beaucoup plus grand. Et la raison, c'est qu'ils doivent satisfaire en électrons beaucoup plus d'appareils. Donc, les fils, plus ils sont gros, plus ils permettent de pouvoir transporter les électrons. Et puis, je suis allé à un endroit, c'est une quincaillerie pour voir différents types de fils. Donc, si c'est ici un fil qu'on utilise, voici un autre, c'est un fil industriel. Donc, je ne sais pas si on peut voir, je vais les mettre côte à côte comme ceci. Voyons voir si on peut avoir un zoom un petit peu plus. Voyons voir, je vais mettre ma main, est-ce qu'on peut voir un petit peu mieux? Donc, on peut voir que la grosseur des fils est beaucoup plus grand que celui dans les murs. Parce que ici, on se retrouve avec des bâtiments, avec un super immense quantité d'électrons et d'énergie nécessaire. Et vous allez voir, c'est presque toujours le même principe. Il y a un fil qui est une mise à la terre pour protéger le circuit, quelques fils pour donner les charges positives et négatives pour faire fonctionner. Et c'est le même principe, on regarde ici, fil noir, blanc et rouge. Et ici, on a le blanc, noir et rouge et la mise à la terre ici. Donc peut-être que dans cette classe, comme audience, il y a des personnes qui voudront devenir électriciens. Alors, ça peut être électricien dans des maisons, mais ça peut être aussi des électriciens industriels qui sont à une autre échelle. Mais les deux sont importants. Alors, merci beaucoup pour la question. Merci pour votre intérêt à notre chaîne. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez regardé notre émission ici en direct ou vous le regardez maintenant en rediffusion. N'oubliez pas, si vous avez des questions à caractère scientifique, emmenez les questions samedi prochain à 10h, l'heure de Toronto au Canada, ou mettez vos questions dans la section commentaires et ça me fera plaisir d'y répondre parce que je suis ici pour vous et pour vous aider. Alors sur ce, je vous souhaite une superbe semaine et on se voit samedi prochain. Et si vous avez quelques minutes de plus, je vais mettre un lien ici à une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Alors, au revoir.